pour que ce projet ait des retombées et une intégration locale maximum. Hein? Alors c'est un peu tôt pour que je vous donne des résultats tangibles, mais c'est l'orientation qui est prise, qui est communiquée et sur laquelle on travaille. Je travaille dès la semaine prochaine sur Cayenne, par exemple. C'est artiste Maurice. Pour ma propre gouverne, question rapide, combien de types d'exploitation vous avez en termes de volume, hein? Je suppose que c'est lié aux réserves de pétrole, aux réserves découvertes. Donc combien de types? Et du plus petit type au plus grand, combien il faut en moyenne d'employés? Eh ben, je vous ai donné là, les chiffres que je vous communique, c'est j'ai pris un projet de même ordre. Donc c'est moyen. Oui. À peu près. Oui, parce que, évidemment, la réalité dépendra beaucoup du projet qui sera effectivement développé. Mais Combien de types vous avez en termes de volume, je veux dire, d'installation? les installations de ce type, on en a développé une vingtaine dans le monde. De ce type. 20 productives aujourd'hui, plus un certain nombre de projets en cours. Mais il y en a de plus importantes en termes d'installation. C'est pas la quantité de personnes sur un équipement ne dépend pas de la quantité productive. Parce que vous ayez des tuyaux plus petits ou plus gros ne change pas le nombre, enfin, marginalement le nombre de personnes requises pour opérer. C'est pour ça que ces chiffres sont quand même relativement donnent de bons ordres de grandeur. Mais là, je parle d'un champ. Je vous ai dit qu'on explorait plusieurs réservoirs. Donc, si vous étiez très optimiste, peut-être qu'il y aurait 2 champs. Peut-être plus. Oui. Très bien, on a compris. Je passerai la parole tout de suite à M. le rapporteur. Oui, merci. Donc, nous avons pris note concernant la question de la formation et de l'emploi. On ne va pas aborder aujourd'hui la question des recettes fiscales. C'est un débat qui est davantage législatif sur cette question. Mais je vais revenir sur la question infrastructurelle, notamment au niveau des ports d'attache. Alors, où est-ce que vous en êtes dans vos discussions avec l'institution régionale ou bien la Chambre de commerce et d'industrie? Je sais que la première fois, lors de la première phase d'exploration, vous avez utilisé le port du Suriname, peut-être le port du Guyana, je n'en sais pas si vous utilisez de Trinidad, pardon. Est-ce que cette année-ci, vous allez également utiliser le port du Suriname? Ou bien, enfin, concrètement, qu'est-ce qui est prévu dans le cadre de la phase d'exploitation, si nous sommes toujours dans l'obligation d'aller au Suriname pour la deuxième phase d'exploration? Alors, pour l'exploration, aujourd'hui, la base primaire, c'est Trinidad, et la base secondaire, c'est Cayenne. Donc, par rapport au forage de l'an dernier, nous avons beaucoup plus d'activités à Cayenne. Enfin, beaucoup plus, parce qu'il n'y en avait pas la dernière fois. Donc nous avons réservé 2000 m² d'espace sur le port, et nous assurons, par exemple, les avitaillements en carburant depuis Cayenne. Alors que ceci se faisait depuis Trinidad, ou Paramaribo en 2011. Donc il y a déjà une montée en charge de Cayenne. Après, nous sommes contraints par la disponibilité du port aujourd'hui dans le programme. Donc ce que nous allons faire, c'est démarrer avec la disponibilité qui nous est donnée, et puis nous verrons au fil de l'eau si on peut utiliser Cayenne de façon plus importante. Alors, mais à terme, si on part d'une exploitation en mer un jour, il faudra une infrastructure portuaire pétrole en Guyane. C'est-à-dire une infrastructure de logistique des installations futures en mer. Alors, est-ce que c'est un problème de déficit infrastructurel, j'imagine, mais est-ce qu'il y a aussi un effet coût également entre le Suriname, Trinidad et la Guyane? Non, Cayenne l'emporte. Cayenne, c'est à 150 km. Trinidad, c'est à, je sais pas, 4000. Je ne vais pas donner un chiffre, je vais me tromper. Mais c'est loin. Donc il est toujours plus intéressant d'aller à Cayenne que à Trinidad. Pas forcément très loin du Suriname. Alors, sur Paramaribo, mais en fait, de toute façon, Cayenne devrait être compétitif en termes purement maritimes. D'accord. Et donc, à ce niveau, il y a déjà des échanges avec l'institution régionale pour
la réalisation d'un port exclusivement dédié au... Non, parce qu'on n'est pas encore dans une phase où on pense qu'on va investir dans le projet futur. Par contre, on va devoir mener dans l'année, je pense, des réflexions sur une extension temporaire des grades de Cannes. C'est-à-dire quelque chose qui permette de faire plus, mais qui ne soit pas encore l'investissement lourd de reconfiguration du port. Pour apportements, quoi, des apportements. Ouais, de ce genre. C'est pas encore défini, mais je pense qu'il faudra faire, dans la deuxième moitié d'année, ces études qui permettront de comprendre nos besoins pour la suite. J'ai une question. Tu as une question? Non, mais j'ai une dernière question. Et là, je reviens à la discussion donc, introductive posée par les sénateurs de l'Hexagone. Est-ce que la Shell va s'inscrire dans une stratégie de filière de la production? On s'inscrit dans un cadre vertueux. Donc après l'exploration, on découvre donc du pétrole. On va passer à la phase d'exploitation. Est-ce que votre société va s'inscrire et sera leader donc de cette chaîne, donc de cette filière, de la production jusqu'au raffinage? Et là, je reviens donc au sujet donc du début de séance par rapport donc à la région donc, de Petite-Couronne. Est-ce que ça fait partie de vos projets, dans vos stratégies de développement, ou bien est-ce que vous allez segmenter cette filière? Alors, Shell est déjà un leader mondial intégré, c'est-à-dire que nous sommes présents de la production jusqu'à la vente. Nous sommes le plus gros commerçant mondial de produits pétroliers et nous sommes un des plus gros raffineurs mondiaux. Donc la filière raffinage du groupe Shell est une activité très significative. Par contre, le site de Petite-Couronne ne s'inscrit pas dans les orientations long terme, pour des raisons spécifiques. Il y a en Basse-Seine 2 autres raffineries beaucoup plus importantes, en taille, je pense, de sociétés concurrentes. Et Petite-Couronne n'est pas de taille, de notre point de vue, à être concurrente de ces sites-là. D'où notre choix d'investir dans d'autres projets que dans ce site de Petite-Couronne. Et nous avions un acquéreur qui, à l'époque, était tout à fait qualifié pour développer cette activité-là. Donc voilà. Donc nous sommes déjà une société intégrée. Par contre, le choix des lieux de raffinage dépend d'un certain nombre de critères de marché. Et nous n'avions pas en France le marché qui justifiait que nous opérions une raffinerie. Par exemple, nous n'avons pas un réseau de stations-service en France de l'ampleur de celui de certains de nos concurrents. Si je faisais un raccourci extrême, la raison pour laquelle les sociétés en général se retirent de France en termes de raffinage, c'est parce que la France est un des rares pays au monde où les carburants ne sont pas vendus par des pétroliers, sont vendus par des grandes surfaces. Permettez-moi d'extrapoler. Et si le gouvernement conditionne le permis d'exploitation par rapport à Petite-Couronne? Ce serait complètement illégal. Je veux dire, je ne vois rien dans un état de droit qui justifierait ce genre de démarche. Enfin, c'est tout simplement... oui, ce sont 2 choses complètement indépendantes. Nous respectons la loi, nous répondons aux attentes, aux critères techniques, économiques, etc. Et donc, ça devient de la discrimination. Très bien. Je voulais quand même un souci, j'ai un petit problème, mais je pense que dans tous les cas favorables d'une abondance de pétrole, comment se positionne la Sahara? Est-ce qu'il sera alimenté par la raffinerie par le gisement de la Guadeloupe? Déjà, Sahara, quelque part, approvisionne le carburant pour l'activité. Là. Non, mais de l'alimentation. Parce que vous savez que le pétrole, le brut de Sahara vient de la mer du Nord.
ce qui nous revient très cher, à nous les Antillais et les Guyanais. Oui, le pétrole même, le carburant. Donc il n'est pas inutile de penser qu'en trouvant du pétrole pas trop lourd, paraît-il, en Guyane, on pourrait alimenter la Sahara, ce qui permettrait de faire tomber un peu les coûts de production. Ça, c'est le genre de choses qui devra être développé en temps utile, en fonction des données, de la qualité, etc. Donc ça, c'est le genre de projet qui peut avoir un sens, bien sûr, mais qu'on ne peut pas anticiper aujourd'hui. D'accord. On y réfléchit. Métanie. Oui, Monsieur le Président. Je reviens sur l'échéance de 2019. Je suppose que c'est en fonction des travaux et des programmations que vous préparez, que vous avez fixé cette échéance. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails et est-ce qu'il est permis de penser que d'ici 2019, il y aurait une étape au cours de laquelle on aura plus de certitude quant à la réalisation, quant à la concrétisation de ce projet? D'accord. Il y a deux conditions à remplir, a priori comme ça, pour être simple. C'est l'aspect géologique. Il faut qu'il y ait le pétrole en quantité, en qualité suffisante, et puis qu'il soit exploitable de façon rationnelle, c'est-à-dire qu'il soit techniquement acceptable. Et le deuxième volet, c'est celui-là. C'est l'aspect stabilité fiscale, juridique, etc. Parce que si mes données sont bonnes, je crois qu'il y a eu un changement, une évolution fiscale tous les 13 jours entre 2000... dans les dernières 5 années. Donc vous imaginez bien que confronté à une situation où la fiscalité peut évoluer tous les 13 jours, il est difficile d'imaginer un investissement de cet ordre sans un minimum de discussion sur l'aspect stabilité. Donc ce sera pour moi un des très grands facteurs de décision d'investir ou pas. Les conditions globales de stabilité fiscale et réglementaire aussi, puisque nous sommes dans un pays où on peut changer assez facilement les réglementations, j'entends techniques, qui fait que ce qui était au standard un jour ne l'est plus le lendemain. Donc ça, c'est un très très gros volet. Mais si ça se fait, je dirais que les forages, les 4 forages dont j'ai parlé, plus d'autres qu'il faudra faire, plus cette discussion, on peut dire qu'il peut y avoir une décision d'investissement dans 2 ou 3 ans. Peu. Après, ça, c'est dire, voilà, nous investissons, compte tenu de tout cet ensemble de données, de contrats et de négociations, nous investissons. Après, il faut le temps de construire. Donc, vous comptez encore 2 ou 3 ans. Donc, vous voyez, je suis à 4-6. Et puis, il faut démarrer encore quelques années. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit 2019, un peu comme ça. Très bien. Monsieur le Président, nous avons bien avancé et nous avons une question à voir. Un dernier point à voir, les conditions nécessaires à la conduite du projet. Je vous propose donc, puisque nous n'en savons pas trop sur le projet lui-même, que nous nous revoyions par la suite. Au moment où vous aurez suffisamment d'éléments pour nous en dire plus. Vous êtes d'accord? Ah, je suis absolument honoré de venir régulièrement. Je commence à vous voir, je ne peux plus vous lâcher maintenant. Vous avez compris ça. Donc, nous étions nous avons eu plaisir à vous recevoir ici, à vous accueillir ici, à échanger avec vous. Et vos propos, l'échange d'aujourd'hui, nous permettent d'illustrer ce dont nous disions depuis longtemps, c'est que l'outre-mer n'est pas un handicap pour l'Hexagone, pour la France, mais un atout par sa biodiversité, par sa présence sur 3 océans, 3 continents, par sa zone exclusive. Et ses ressources, bien sûr. Et sa jeunesse. Toute chose, sa jeunesse, qui montre bien que ce que nous avions avancé était bien une chose vraie. Et c'est pour cette raison, quand on a parlé de Petite Couronne, je vous ai dit que c'est un gourmandise que je vois le flux versé. Au moment, vous savez, dans notre histoire, l'histoire de la Caraïbe, département, les richesses sortaient de la Caraïbe pour venir à la France. Et après, on nous a complexés en nous disant, nous sommes des danseuses de la République. Nous sommes des charges. Et on s'est employé à nous montrer que nous coûtions cher à la métropole. Aujourd'hui, nous sommes en train de démontrer que nous sommes un atout important
Et ce que vous faites aujourd'hui va dans la voie de la démonstration que nous voulons opérer. Donc, vous serez encore le bienvenu au Sénat et je vous remercie de la contribution que vous avez apportée aujourd'hui au débat concernant le pétrole, la présence du pétrole dans les eaux guyanaises. Je vous remercie et à bientôt. Je n'ai pas dit bonne chance.